Bonjour, je suis avec Vincent Eco aujourd'hui, qui est agent immobilier et gestionnaire de propriété, basé à Sarasota pour la côte ouest, d'où à où? Grosso modo, depuis Fort Myers au sud jusqu'à Tampa au nord, donc toute la côte ouest de la Floride. Ok, à la côte centre-ouest. Tu fais pas quand même Pensacola ni Naples. C'est ça. Ok, donc t'es arrivé en quelle année en Floride? Vers 2012, je crois. Alors, je suis arrivé, j'ai commencé à travailler dans la région en 2011 et on s'est installé avec la famille et vraiment démarrage officiel du business en 2013. 2013. Donc ça fait déjà une bonne carrière. Donc tu gères des dizaines et des dizaines de propriétés. Du coup, pour beaucoup d'étrangers, des Français, pour un grand nombre, j'imagine. Alors, j'ai une clientèle d'Américains, j'ai une clientèle de Français domiciliés en France, j'ai également une clientèle de Français expatriés un peu partout dans le monde, et j'ai eu également une clientèle de gens d'un peu partout dans le monde. J'ai des Allemands, j'ai des Belges, j'ai des Suisses, j'ai des Canadiens, beaucoup de francophones aussi, donc c'est une clientèle qui est très mélangée, mais c'est vrai que je n'ai pas, à la différence d'autres agents, une majorité de clients américains, j'en ai juste quelques-uns. Alors moi, quand je suis arrivé en Floride, c'était en 2014, j'avais vraiment une connaissance assez limitée de ce qu'était Sarasota, enfin y compris Fort Lauderdale. Enfin, ce que je veux dire, c'est que vu de France, c'est pas forcément les villes qui sont les plus connues par rapport à Orlando, Jacksonville, évidemment Miami. Et donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu les différences? Déjà, on va parler d'immobilier peut-être après, mais déjà c'est un peu sur la ville. Pourquoi, quand tu es en France, tu viendrais t'installer ou investir à Sarasota plutôt qu'à Miami Beach ou à Orlando à côté de Disney? Alors, il y a un petit déficit de notoriété à l'international de cette région, parce qu'historiquement, quand un Français, par exemple, pense aux États-Unis, pense à la Floride, la première image qui vient, c'est Miami. C'est une question d'image. Ensuite, la deuxième image qui vient, c'est Disney. Mais on peut dire, par exemple, que les plages de notre région, ce sont des plages de sable blanc, c'est du quartz quasiment pur à 100%. Ce sont des plages qui sont beaucoup plus belles que les plages de la côte ouest. Ouais, ils sont considérés comme les plus belles, je confirme. J'ai posé la question, mais je connais un peu cette réponse-là. C'est vrai que je confirme, c'est vraiment parmi les plus belles plages du monde. Après, il y a quelque chose de spécifique à Sarasota, et vraiment la raison pour laquelle on s'est installé à Sarasota, c'est que Sarasota a une dimension culturelle extrêmement importante. Ça a commencé il y a plus d'un siècle avec l'hivernage du cirque Barnum, à quelqu'un qui s'appelait John Ringling, qui a en fait développé beaucoup de résidences à Sarasota. Les familles de cirque se sont installées ici depuis un siècle. Il y en a encore beaucoup qui sont installés ici. À partir du cirque, on a développé une dimension culturelle. On a par exemple sur une ville qui reste une ville de taille moyenne, on a un opéra, on a 2 troupes de ballet, on a un orchestre symphonique, on a plusieurs troupes de théâtre professionnels. Sur le plan culturel, on a à peu près la même activité culturelle qu'une ville qui serait 10 fois plus grosse. Sarasota est vraiment marquée par sa dimension culturelle. Donc si tu veux, au niveau économique, c'est une ville qui fonctionne très bien parce qu'on a on a 3-4 aéroports internationaux à moins d'une heure de chez nous. On est très très bien connectés. Sur le plan industriel, on a des activités industrielles, des activités commerciales. C'est une ville très ouverte. Donc sur le plan business, c'est aussi bien, sinon mieux qu'ailleurs. Et en plus, on a cette dimension qualité de vie, cette dimension culturelle exceptionnelle qu'on ne peut pas trouver ailleurs en Floride. Non, tu as commencé en parlant du Ringling. Et Ringling, il a acheté des collections de peintures énormes, ça s'est transformé en musée d'art aujourd'hui. C'est le principal musée d'art de Floride, hein, c'est le plus grand. Ça vaut vraiment le coup de le visiter avec la maison de Ringling. Enfin voilà un petit peu pour le côté culturel de Sarasota. Mais c'est vrai que c'est bien, c'est une ville élégante aussi, c'est une belle ville, je trouve. Un beau centre-ville. Et voilà. Et alors, au niveau des investissements immobiliers, il y a forcément des particularités par rapport aux autres villes qu'on a citées, Orlando, Miami, qui ont toutes des intérêts pour investir, mais ici, c'est quand même très, très, très différent. Alors, il y a plusieurs types de marchés. Il y a par exemple un premier marché qui est sur les Keys. Ce qu'on appelle les Keys, ce sont des îles séparées de la Floride, accessibles par des ponts. Et ces îles, donc les Keys, c'est un marché immobilier qui est exclusivement un marché touristique de résidence secondaire. Très très peu de gens ont leur résidence principale là-bas. C'est un premier marché. Donc comme tous les marchés
de résidents sur la plage. C'est un marché très haut de gamme, très cher, avec des taux d'occupation souvent qui sont pas très élevés, c'est-à-dire que hors saison, il y a un peu moins de monde. Après, il y a un autre marché qui est le marché des gens qui vont venir l'hiver, qu'on appelle souvent les snowbirds. Ce sont des gens qui quittent les régions du nord des États-Unis et du Canada et qui viennent passer l'hiver ici pour durer 3 à 4 mois. Beaucoup d'entre eux vont acheter, par exemple, sur des golfs. Beaucoup de maisons sont à vendre sur des golfs avec une qualité de vie qui est exceptionnelle. Après, il y a le marché des gens qui vivent ici à l'année. Il y a beaucoup de quand même de gens qui vivent ici toute l'année, qui vivent et qui travaillent à Sarasota. Donc c'est un marché très différent du marché des touristes et des snowbirds. Et il y a après un marché qui est apparu sur les 4-5 dernières années avec la Covid. C'est le marché des travailleurs qui vont passer ici une partie de leur semaine ou leur partie de leur mois et qui vont aussi avoir une base ailleurs. Des gens qui sont venus de grandes villes comme New York, Chicago ou quelquefois San Francisco, la côte ouest des États-Unis, venus s'installer ici, mais ce sont un peu des nomades. Mais ils ont eu un impact énorme sur le marché immobilier depuis 4 à 5 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Floride a cette particularité avec d'autres États républicains comme le Texas d'être très très libertaire au niveau pendant la Covid. Il y a eu très peu de restrictions, donc il y a beaucoup de gens des États du Nord qui ont voulu venir ici et qui ont été intéressés. D'ailleurs, il y en a eu à repartir quand même, hein, parce que on vient pas habiter en Floride juste pour des raisons de Covid, hein, je pense. C'est ça. J'ai eu des situations particulières. Par exemple, j'ai eu un de mes clients travaillait dans un hôpital à New York dans les services administratifs. Officiellement, il était toujours à New York, mais en fait, il vivait ici. Il travaillait sur Internet, il travaillait à domicile, comme beaucoup de travailleurs américains. Et ce type de personnes, sur les, je dirais, 2 dernières années, mais essentiellement sur la dernière année, beaucoup d'entreprises ont inversé leur politique et après avoir autorisé leurs travailleurs à travailler à leur domicile, ont demandé à ce que les gens reviennent au bureau. Donc, si on est obligé de travailler 3-4 jours au bureau ou même 2 à 3 jours à New York, c'est de plus en plus difficile d'habiter en Floride. Donc, on a un mouvement qui s'est inversé et on a un certain nombre de personnes qui étaient un peu des nomades, mais qui n'étaient pas vraiment des gens destinés à s'implanter ici de manière durable. Et on a un certain nombre de ces personnes qui sont reparties après être venues vivre en Floride. C'est un épiphénomène Covid. On a eu des gens arriver et puis à repartir. Ça change pas les tendances générales qui sont plutôt qu'on prend des centaines de milliers d'habitants chaque année en Floride, y compris à Sarasota. C'est exact, oui. On estime, alors ce sont des chiffres un peu bruts de fonderie, mais la Floride, sur une tendance qui dure depuis des dizaines d'années, à une augmentation de population, donc un solde migratoire, hein, les gens qui arrivent moins les gens qui partent, d'à peu près 200 000 personnes par an. Ça représente à peu près 1% de la population de la Floride, qui a une population d'un peu plus de 20 millions d'habitants. On estime que pendant le Covid, et les grosses migrations du Covid, c'est 2021, 2022, on estime que ça a doublé, c'est-à-dire qu'on est passé de 200 à 400 000 personnes par an, ce qui est absolument énorme. Il a fallu les loger, il a fallu les accommoder dans les écoles, etc. Et on estime que maintenant, on est complètement revenu à la tendance inférieure. On devrait revenir dans les années qui viennent à une tendance à nouveau aux alentours de 200 000 par an. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu de solde migratoire négatif. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu plus de personnes à partir que de personnes qui arrivent. Mais on est en train de revenir à une croissance de population beaucoup plus raisonnable, qui est déjà une croissance énorme, hein, parce que quand on parle de 200 000 personnes, ça veut dire des dizaines de milliers de maisons, ça veut dire des routes, des écoles, des hôpitaux, des commerces, et il y a un boom de construction et un boom de... La construction, le boom du rendement locatif aussi, on n'arrête jamais de croître en Floride. Alors on n'a pas parlé de toutes les zones, les différentes zones immobilières, je pense qu'il y a d'autres points qu'il faut qu'on aborde, mais si on veut être objectif aussi, il y a des ouragans de temps en temps, il n'y a pas que des points positifs. On est un peu embêté par les alertes ouragans, mais bon, ça tient le coup quand même, hein. Ouais. Bon, je relativise ça. Si je compare, j'ai des ouragans depuis plus de 10 ans, j'en ai vu passer un certain nombre. C'est pas forcément
plus dangereux qu'une tempête de neige ou un blizzard qui passe sur la région de New York ou le Canada. On est habitué ici aux ouragans. On a des constructions qui résistent aux ouragans. Il faut beaucoup se méfier de ce qu'on voit dans les télévisions, notamment après le passage d'un ouragan. Ce sont systématiquement les mêmes images. Ce sont les images de construction en bord de plage qui sont inondées. Il faut savoir que quand on achète une maison de plein pied en bord de plage en Floride, on est à un risque majeur lors de l'arrivée d'un ouragan. Alors les assurances vont avec, hein, ça accompagne. Vous payez pas le même prix si vous êtes en bord de mer. Ah, tout à fait. Et ce qu'on estime en termes de dégâts, après le passage d'un ouragan, on a à peu près 80-90% des dégâts qui sont liés non pas au vent, c'est-à-dire le vent qui arrache les toitures. Les toitures ici, elles sont conçues pour résister à des vents de 300 km/h, donc elles sont très bien conçues. À peu près 80-90% des dégâts sont liés à des inondations. Et ces inondations ne se produisent pas n'importe où, elles se produisent dans les zones en bord de l'eau. Bord de l'eau, ça veut dire bord de plage. Pour les maisons magnifiques qu'on voit en bord de l'eau, c'est sûr qu'elles sont à risque ouragan. Et bord de rivière, bord de lac, lorsqu'il y a des risques de montée des eaux. Dès qu'on est à 10-15 km à l'intérieur des terres, comme c'est le cas pour beaucoup de gens qui habitent à l'année, on n'a plus ce risque d'inondation et donc le risque d'ouragan devient un risque extrêmement faible. Si je prends notre cas, par exemple, là où on habite, on était en plein dans l'œil de l'ouragan Milton quand il nous est passé dessus l'année dernière. On n'a eu aucun dégât dans la maison. On a eu des branches de tomber dans le jardin et c'est tout. Et c'est assez typique, mais ça, vous n'allez pas le montrer à la télé. Ça fait peur vu de l'étranger quand t'es pas habitué aux ouragans. Et puis les dégâts, t'as l'impression, nous on a des communications, des gens qui nous disent ah mais vous êtes encore en vie. Bah oui, l'ouragan il est passé à 1000 km. Il a fait il a commis des destructions sur 2000 mètres à peu près, ou 3, ou voilà, pour vraiment le centre des dégâts. Quand t'es à 1000 km de l'ouragan, t'es pas du tout concerné, quoi. Donc malheureusement, mais donc faut pas trop avoir peur de ça. S'il y a des dizaines de millions de personnes qui habitent en Floride, c'est qu'on arrive à survivre aux ouragans. Après, ça peut jouer un peu sur le moral de certains quand on a trop la même année, mais t'es obligé d'évacuer et tout ça, mais bon, quand même, ça va. Alors, on reprend sur l'immobilier. On avait dit que tu as parlé des zones littorales. Il y a d'autres endroits évidemment où on peut investir, surtout si voilà, on va avoir fait peur aux gens avec les ouragans. Il n'y a pas que les zones littorales en Floride. Non, la Floride, c'est bon. Les populations les plus importantes en Floride sont surtout sur les zones littorales parce que c'est là que l'activité s'est le plus développée. Elle s'est développée par des ports. Il y a eu des ports et des chemins de fer en Floride bien avant qu'il y ait des routes. Et c'est pour ça que le centre de la Floride, si on parle de la région d'Orlando, avec Disney, c'est un peu un épiphénomène parce qu'ils sont installés au centre, mais en dehors de ça, en dehors de l'agglomération d'Orlando, le centre de la Floride est relativement peu développé si on le compare aux zones extérieures qui vont de Miami au sud-est, on a Jacksonville au nord-est et sur la côte ouest on a Naples, on a Sarasota, Tampa. Les zones côtières sont beaucoup plus développées. Mais ces zones côtières, c'est sur des bandes de plusieurs dizaines de kilomètres. Là aussi, si on veut investir dans l'immobilier, sauf à vouloir une résidence secondaire pied dans l'eau, faut pas forcément acheter une maison au bord de plage. Elle sera très chère, elle sera en coût d'entretien élevé, elle sera avec un coût d'assurance élevé. Donc c'est un peu un achat à plaisir. Il y a beaucoup de gens qui aiment vivre au bord de l'eau, ils veulent avoir un bateau au bout de leur jardin, etc. Ça se comprend tout à fait. Mais ça a un coût. Si on veut investir dans un objectif de rendement, on est aussi bien à investir avec une maison à une dizaine de kilomètres de la côte, donc pas de risque ouragan, pas de risque inondation, et des maisons avec une demande locative très forte, avec également des proximités d'écoles, proximité de localisation pour le travail, etc. Et tout ça, ça fait des très bons investissements. La maison en bord de plage n'est pas forcément un bon investissement locatif. Non, c'est pas forcément là que les gens habitent. Les vrais gens habitent, les touristes, oui, mais les vrais Floridiens habitent pas forcément toujours sur la plage. D'abord parce que c'est un coût de plus en plus élevé, hein, ça c'est clair. Et puis voilà. Après, quand tu habites de l'autre côté de la ville, tu es un peu plus connecté à la nature aussi. Ça peut avoir des avantages. Par exemple, si tu as des chevaux, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme particularité? Comme particularité, on pourrait dire que
par exemple, la dimension économique de la Floride, le poids économique de la Floride est souvent sous-estimé parce que il y a peu de communication là-dessus, mais on a des très grosses entreprises américaines et on a des très grosses entreprises internationales qui sont installées à Tampa. Et si on prend l'exemple de Tampa, par exemple, par rapport à Sarasota, bon, Sarasota a quand même une notoriété parce que c'est une ville touristique, mais Tampa, par exemple, qui est absolument une énorme agglomération, toute la baie de Tampa, donc qui comprend Sarasota et qui comprend un certain nombre de villes autour de Tampa, représente 4 millions d'habitants. C'est la deuxième agglomération de Floride après Miami et devant Orlando. Mais on en parle peu parce que c'est une ville industrielle, c'est une ville commerciale, c'est un port avec une activité importante. Donc c'est pas quelque chose qui passe bien en termes de communication. Il y a des jolies villes touristiques sur Tampa Bay, quand même, comme Clearwater ou Saint-Pete. Clearwater ou Saint-Pete, mais Tampa en elle-même n'est pas une ville touristique. Et il y a des très grosses entreprises qui sont installées à Tampa, qui font des dizaines de milliards de chiffres d'affaires, qui sont cotées en bourse, etc. Mais si on n'est pas impliqué, si on s'intéresse pas à ce type d'informations, on passe à côté. Si on regarde la Floride des plages, on va jamais vous parler de Tampa quand on parle de la Floride des plages et du tourisme. Ok, ouais, une autre différence aussi, si tu habites près de la mer ou près de la campagne, si tu es investisseur, tu as pas exactement la même organisation en fonction de si tu fais de la location à court terme ou bien si tu cibles des familles de travailleurs par exemple. C'est un petit peu différent tout ça, non? Oui, tout à fait. Le problème que j'ai souvent avec les clients au départ, c'est de définir leurs besoins. Par exemple, quelqu'un qui arrive en disant « Ouais, je voudrais acheter une maison, je voudrais y venir pour venir en vacances. Quand je suis pas là, je voudrais la louer. » C'est rarement un bon programme d'investissement. Si on veut quelque chose pour être en vacances, pour être au bord de la plage, ça veut dire que ça va être un logement très cher, très coûteux. Et même en le louant, ça va payer une partie des frais, mais il est très peu probable que ce sera rentable. C'est même pas un investissement, c'est quelque chose pour se faire plaisir, et on cherche à en amortir les frais en le louant une partie de l'année. Si on raisonne vraiment dans une optique d'investisseur immobilier, l'investisseur immobilier est un investisseur beaucoup moins affectif et qui regarde beaucoup plus les nombres. Il va regarder le prix d'achat, il va regarder le coût de détention, c'est-à-dire la maintenance, l'assurance, la gestion, etc. Il va regarder le potentiel locatif, et généralement ça va être un potentiel locatif annuel. Et ensuite, il va regarder donc ce qui reste à la fin. Il y a un micro-marché qui s'est développé pendant la Covid de locations meublées qui ont été extrêmement rentables parce que comme on le rappelait tout à l'heure, beaucoup de gens sont venus du nord des États-Unis ou d'ailleurs vivre en Floride, ils ont débarqué grosso modo avec des valises en avion. Et il leur fallait des logements tout meublés, équipés, y compris pour des durées longues. Quelquefois, ils signaient des baux sur 6 mois, 1 an. La demande était tellement forte que les prix ont littéralement explosé. Ouais, c'est des centaines de milliers de personnes qui sont arrivées pendant la Covid. Oui, et ce marché a complètement disparu. Donc, on a un phénomène, par exemple, actuellement, c'est les logements Airbnb, par exemple, sont revenus à des taux d'occupation pré-Covid. Donc les gens qui ont basé leur rentabilité sur à la fois des loyers et des taux d'occupation qu'on leur promettait pendant le Covid commencent à déchanter. On voit des gens sortir du marché Airbnb parce que les rentabilités sont beaucoup plus faibles. Sur les locations à long terme, on a un phénomène qui est beaucoup moins accentué. On a eu une augmentation des loyers significative pendant la Covid. Les loyers se sont stabilisés, voire même ont légèrement baissé l'an dernier. On est quand même sur des niveaux de loyers plus élevés que ce qu'on avait, je dirais, à 2020 et avant 2020. En termes de rentabilité, tout est vraiment fonction du moment auquel on a acheté. Si quelqu'un qui a acheté en 2019, par exemple, avant l'augmentation des prix liés à la Covid, qui a vu une très forte augmentation de loyer, 30, 40, 50%, et plus un potentiel de plus-value. Maintenant, quelquefois, les gens ont gagné 50, 100 000, 200 000 dollars sur leur achat de l'époque. Ils ont fait un excellent investissement. A contrario, quelqu'un qui aurait acheté en 2022, au moment où le marché était extrêmement tendu, a acheté très cher un bien qui n'était pas forcément le bien le plus adapté parce qu'il y avait beaucoup plus de demandes que d'offres,
qui a fait ses projections sur des loyers très élevés et qui se retrouve maintenant à être obligé de baisser ses loyers, baisser ses rendements locatifs, il va falloir attendre quelques années. On a l'habitude de ces phénomènes. C'est sur 10 ans, de toute façon, que tu peux pas faire un pari comme ça d'investissement sur 2 ans ou 3 ans. Si tu prends des tranches de 10 ans sur la Floride, ça n'a jamais baissé pour personne. Il y a eu la crise des subprimes, mais enfin c'est des phénomènes qui sont très courts, de quelques mois à quelques années, et après ça repart à la hausse. Grosso modo, on a vu personne partir de Floride sans le sourire. Généralement, c'est vraiment quand même, ça se passe bien pour tout le monde. Je dirais que je vous citais des mauvais exemples en termes d'investissement immobilier. Un autre mauvais exemple d'investissement immobilier que je connais aussi, c'est quelqu'un qui va acheter et qui un an après va dire bah non, je veux faire autre chose, je veux revendre. Le problème de l'immobilier, c'est qu'il y a toujours une friction. Par exemple, quand on met en vente, on va demander au locataire de partir, on va perdre les loyers pendant quelques mois, il faut trouver un acheteur, il faut tenir le contrat, etc. Et il y a des frais liés à l'achat et la vente qui font que il est extrêmement rare, sauf vraiment une spéculation dans une situation particulière de marché, il est très très rare de gagner beaucoup d'argent lorsqu'on achète de l'immobilier et qu'on le revende au bout d'un an. L'immobilier, c'est un marché avec des cycles longs, c'est ce que tu rappelais, il faut des cycles de 5 à 10 ans pour générer des plus-values significatives. Donc il faut être prêt à acheter, amortir, on va voir sur 10 ans, on va voir des cycles de hausse, peut-être un cycle de baisse, mais effectivement, si on achète dans un horizon de 10 ans, on a très très peu de chances de faire un mauvais investissement. Si on achète un bien immobilier de bonne qualité, on le gère, on le répare, en général, on fait des très très bons investissements. J'ai pas de client qui ait fait des mauvais investissements sur des durées, je dirais, supérieures à 5 ans. Les seuls que je connais qui aient fait des pertes, c'est des gens qui ont voulu, à peine acheter, ils voulaient déjà revendre. L'immobilier, c'est pas comme ça. On voit, de toute façon, on est sur un état solide. Il y a 12 ans, on avait 150 000 propriétaires français, donc on va en avoir beaucoup plus aujourd'hui. En Floride, pour les Canadiens, je trouve que ça doit être 500 000. Donc c'est vraiment énorme. Si les étrangers achètent ici comme ils achètent, vous faites quelques recherches sur Internet, vous allez comprendre assez rapidement. Non seulement c'est toujours rentable, sauf si on achète juste avant la crise des subprimes et qu'on veut revendre pendant la crise, bon là effectivement c'est une mauvaise opération. Puis tu peux faire une bonne opération si tu achètes juste avant la Covid, mais bon ça on peut pas le savoir si on savait. Donc voilà, il faut acheter plutôt sur des périodes minimum de 10 ans. Et puis voilà, par contre après le procédé pour acheter ici, s'il y a des centaines de milliers d'étrangers qui achètent, puis si on compte les Brésiliens et les Qataris et anciennement les Russes, c'est des millions d'investisseurs en Floride. C'est aussi parce que c'est assez facile d'investir ici. Il n'y a pas beaucoup c'est pas complexe, tu confirmes? Non, c'est extrêmement simple et on a un marché immobilier qui est très fluide. À l'achat, lorsqu'on achète cash, qu'on ne recourt pas à l'emprunt, les frais d'acquisition représentent à peu près 1% du montant de l'achat. Donc c'est extrêmement faible. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. On n'a pas un coût d'acquisition avec des droits de mutation de 7 à 10% comme en France par exemple. Donc mais ça c'est pas les dernières années. De tout temps, la Floride a attiré des gens de partout dans le monde. Alors d'abord pour le climat, mais aujourd'hui, les gens qu'on voit arriver, c'est pas forcément majoritairement pour le climat. C'est vrai qu'il fait beau en Floride, c'est vrai qu'on vit en short. Et nous, on travaille, hein. Ouais, bon, des fois, certains pensent qu'on est à la plage toute l'année, mais on travaille. Non, il y a une grosse différence de mode de vie entre les touristes qui viennent en Floride. Moi, je vais quasiment jamais à la plage. Les touristes qui viennent en Floride ont une vision. Il y a des bonnes couleurs quand même aujourd'hui. Bonnes couleurs, ça veut pas dire qu'on n'est pas au soleil. Mais on a un mode de vie en Floride qui paraît décontracté. Et alors qu'en fait, ça travaille énormément en Floride. Mais ça, c'est sûr que ça fait pas les gros titres. On va pas se vanter, mais on regarde on a déjà la construction, par exemple, est un secteur énorme. Tout le healthcare avec les hôpitaux, le secteur de la santé, c'est énorme. On a un énorme pôle aéronautique, par exemple, et aérospatial. Si on prend l'axe entre Orlando et Cap Canaveral, c'est des dizaines et des centaines d'entreprises dans le spatial et l'aéronautique qui sont installées. Si on prend l'exemple de Sarasota, par exemple,
Si vous connaissez une marque d'avion suisse qui s'appelle Pilatus, qui fait des avions de petite taille liés au business, ils sont en train d'installer une usine en Amérique du Nord. Aujourd'hui, ils produisent en Suisse pour des avions qui vendent partout dans le monde. Ils sont en train d'installer une usine aux États-Unis. Elle est où? Elle va être où? Elle va être à Sarasota. Elle va ouvrir l'année prochaine. Potentiellement, ça va être des centaines d'emplois de gens qui vont assembler des avions ici à Sarasota. Ça fait pas les gros titres, mais vous faites 500 emplois d'un côté, 500 emplois d'un côté. Ça fait des développements économiques absolument gigantesques, parce que un emploi, ça veut dire que c'est quelqu'un qui arrive, qui achète une maison. Si c'est une famille avec des enfants, il leur faut une école, il leur faut des commerces, il leur faut des voitures, ils vont au restaurant de temps en temps. C'est tout un ensemble, c'est toute une courroie de transmission dans l'économie qui fait que chaque nouvel emploi créé dans l'industrie ou dans le commerce ici génère des emplois induits dans tout un paquet de secteurs d'activité, et ça crée un effet induit, et c'est ce développement économique phénoménal qu'on connaît en Floride depuis des années. Et malgré les crises, on a parlé de la crise de subprime en 2008, malgré les remous liés au Covid, on s'aperçoit que le développement de la Floride ne s'est jamais inversé, ne s'est jamais arrêté. Non, voilà, on peut préciser aussi. On a entendu quelques médias québécois parler de crise cette année. C'est un peu plus du bashing qu'autre chose, parce que la crise, on n'a pas vu un seul média en Floride parler de crise. On a des ajustements parfois, des hauts, des bas. Enfin, c'est très temporaire. Il y a des difficultés de communication entre les Canadiens et les Américains, qui se sont accentuées cette année. Je pense que c'est un peu un épiphénomène. Il y a pas eu de revente massive par les Canadiens de leurs biens en Floride. Les Canadiens qui voient arriver 1 mètre de neige vers le mois de novembre, vers le mois de décembre, on les voit toujours débarquer en Floride. Alors peut-être que cette année, il y en a peut-être quelques-uns qui ont boudé, qui ont dit je vais aller au Mexique, je vais aller au Panama, je vais aller ailleurs. Mais on n'a pas vu de migration massive. On a vu c'est toujours temporaire, mais après c'est aussi le seuil d'accessibilité, c'est-à-dire que il y a des moments, par exemple au moment de la crise des subprimes, tu as à peu près 99% des Canadiens qui avaient les moyens de venir passer 6 mois, enfin pour les retraités en tout cas, qui avaient les moyens de venir passer 6 mois ici. Maintenant on n'est plus à 99% des Canadiens, ça a un petit peu baissé parce que le vivre en Floride, être propriétaire en Floride avec les charges, c'est moins donné à un moins grand nombre de Canadiens qu'avant, mais bon, après, c'est à peu près normal, hein, c'est un retour à la normale, on va dire. Oui, alors, il y a une chose qu'on peut pas dire, on ne peut pas dire, par exemple, que la Floride aujourd'hui est un État pas cher. On vient pas en Floride pour trouver des maisons 2 fois moins chères qu'ailleurs, un coût de la vie, une alimentation 2 fois moins chère, etc. La Floride, c'est un État américain extrêmement développé, avec des infrastructures Internet, autoroutes, énergie, etc., qui sont au top mondial. On a de la fibre au débit partout dans les maisons. On a des excellentes infrastructures en Floride. Ça a un coût, ça. La Floride, c'est pas un État cheap, c'est pas un État... Et pour dire quand même pour les investisseurs, nous quand on est arrivé, il y a 14 ans, 15 ans, c'était pas cher. Donc ceux qui ont acheté à cette époque-là, ils ont fait des bonnes affaires et ça continue à progresser. Alors, après, il y a le phénomène qu'on n'a pas évoqué jusqu'à maintenant, qui est le phénomène des taux de change. Pour un investisseur international basé en France, par exemple, si on prend il y a un peu plus de 10 ans, il y a eu un moment où le rapport du dollar et de l'euro était à 1,40. C'est-à-dire que pour chaque euro dépensé, on se retrouvait avec 1,40 $. Et à un moment donné, c'est revenu à parité, $1 pour 1 euro. C'est clair qu'un investisseur qui a eu le nez creux pour investir à un moment donné où c'était à 1,40, même sans augmentation de son prix en dollars, il a fait déjà 40% de plus-value. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui le phénomène s'est inversé. Je pense qu'on peut pas rechercher une plus-value liée aux variations de taux de change, mais cette plus-value, elle a existé pour un certain nombre de... Mais là en ce moment le dollar est assez faible. Enfin, on est en juillet 2025. On va préciser si vous écoutez la vidéo dans 3 ans, mais le dollar est assez faible en ce moment, ce qui est quand même assez bon pour les investisseurs. Hein. C'est bon.
je dirais que le rapport entre dollar et les autres monnaies, euro, dollar canadien, etc., aujourd'hui, je le qualifierais d'équilibré. Lorsque le dollar était extrêmement faible, c'était vraiment lié à une politique américaine de relance, et ils ont relancé avec des taux d'intérêt extrêmement bas. Il y avait une volonté de diminuer le chômage, de relancer l'économie, et ça s'est traduit par un dollar faible. Aujourd'hui, c'est complètement terminé. Pour moi, on a aujourd'hui un ratio des taux de change correct et équilibré entre l'euro et le dollar. Je pense que là aussi, le conseil que je donnerais à des investisseurs, c'est quand on investit, il faut investir sur un horizon de 5 à 10 ans. Il faut pas investir en regardant des épiphénomènes. Par exemple, j'ai eu des gens qui me disaient « Ouais, je vais attendre que le taux de change soit meilleur pour investir. Je vais attendre que les taux d'intérêt baissent, machin. » Ça, en général, ce sont des souhaits illusoires, c'est-à-dire que ce type de personne ne trouvera jamais les conditions. On va toujours trouver des excuses pour reporter à l'année prochaine. Et ce type de personne va souvent se retrouver dans la situation où ils vont jamais investir parce qu'ils vont toujours trouver les bonnes raisons pour ne pas investir. A contrario, les gens qui sont capables d'investir dans un univers incertain, de se dire bon, peut-être que les conditions sont pas idéales aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont relativement élevés, mais à contrario, si taux d'intérêt élevé, ça veut dire que ça a un impact sur les prix. Quand les taux d'intérêt vont baisser, les prix risquent de remonter à nouveau. Donc les gens qui sont capables de se dire bon, c'est pas parfait, j'y vais, se sont rarement trompés s'ils ont gardé leurs investissements et s'ils ont investi sur les bons investissements, s'ils les ont gardés suffisamment longtemps. En règle générale, il y a une plus-value à la fin. Comme on dit ici, il faut regarder la big picture. Et la big picture en Floride, c'est que généralement tout va bien tout le temps, à part quelques petits soubresauts, une petite crise ici pendant 3 mois. Si vous avez besoin de plus de renseignements, vous pouvez déjà regarder sur Internet sur la région de Sarasota pour compléter les informations qu'on vous a données. Sinon, vous pouvez contacter Vincent absolument quand vous voulez. Oui, tout à fait. Moi, je suis très souvent en contact avec des investisseurs. Et il y a même des gens qui m'appellent simplement pour avoir des renseignements. Bon, on peut même m'appeler pour me demander ce que je pense de différentes localisations pour partir en vacances ou autre. Mais je suis à la disposition de tous et particulièrement des francophones, puisque je suis français d'origine, donc je parle bien le français. Je peux donner des renseignements dans leur langue à des Québécois, à des Français, à des Belges, à des Suisses qui veulent des renseignements sur notre région. Bien sûr, comme j'y vis en permanence depuis plus de 10 ans, j'ai quand même acquis une certaine connaissance locale de ce qui se passe, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut éviter de faire. Merci Vincent. Merci beaucoup Gwendal.